Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Huntington Podcast. Alors pour cet épisode 13, c'est la deuxième partie de l'épisode 12, enregistré donc avec Caroline Yameogo, qui est assistante sociale au CHU d'Angers. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la suite de l'épisode 12. Allez, bonne écoute à tous. Dans la maladie de Huntington, on peut souvent avoir affaire à des urgences sociales, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que des personnes qui se retrouvent dans des situations tellement difficiles que tout le monde est un peu dépassé. Et ce qui peut se retrouver, c'est que des fois, on est dans une urgence dingue, et on nous dit « Ah mais oui, mais vous avez fait la demande MDPH pour obtenir, par exemple, ce droit de séjour en masse ?» Non, bon bah désolé, on peut pas vous accepter. Vous voyez, c'est un peu ces réponses-là, je les ai eues et je sais que beaucoup de monde l'ont. Et justement, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est que lorsque la personne n'a pas de moyens financiers et qu'elle vit seule, qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? Tout ça, c'est des questions et des situations qu'on a vécues à l'association. Et donc, quand une personne est seule et qu'elle a aucun moyen, quelle aide on peut lui apporter ? Elle a quel âge ? La grande majorité des gens qui prennent contact, elles ont moins de 60 ans. On est d'accord, c'est la grande majorité. Alors déjà, il va falloir faire un état des lieux de la situation, parce qu'à chaque situation, telle ou telle mise en œuvre de tel ou tel dispositif, c'est un peu compliqué de vous répondre comme ça. Mais en tout cas, elle ne peut pas ne pas avoir de droit. Quelle que soit sa situation, elle ne peut pas ne pas avoir de droit. Donc, à nous de solliciter ces droits-là, d'aider la personne ou les familles à faire les demandes, et puis d'insister auprès des institutions pour faire en sorte que la personne, elle puisse avoir accès à ses droits. Là où je vais me permettre de rebondir, c'est que nous, on conseille toujours aux familles, aux aidants, aux patients, d'anticiper le plus possible pour justement éviter les situations de crise, de rupture qui peuvent être vraiment très délétères pour tout le monde. Alors évidemment, tout ne peut pas s'anticiper, on est bien d'accord, mais au moins, ce qui est possible de le faire. Je pense notamment aux inscriptions de précaution. C'est très douloureux, souvent, d'aborder ce sujet, aussi bien avec le patient qu'avec leur famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, les inscriptions de précaution ? De faire des inscriptions de précaution, c'est justement de demander à la MDPH une orientation en établissement. Et vraiment, si la personne n'est absolument pas prête à aller en accueil de jour, à faire des séjours temporaires, ça peut tout à fait évidemment s'entendre, mais lui dire, par contre, moi, je vous conseille de faire une demande d'orientation à la MDPH parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans un établissement pour adultes handicapés sans orientation de la MDPH. Donc, si on se retrouve dans une situation de crise et qu'on fait cette demande, on va devoir attendre au moins 4-5 mois pour avoir l'orientation et ensuite, il va falloir le délai d'inscription dans l'établissement pour pouvoir y aller. Donc, si on peut déjà anticiper en demandant cette orientation, et c'est pas parce qu'on a une orientation et qu'on s'inscrit dans un établissement qu'on va y aller le lendemain.
on peut très bien ne jamais s'en servir. Mais si, à un moment donné, il y a une situation de crise, je pense par exemple à la compagne d'un patient qui doit être hospitalisé, le patient ne peut pas rester seul au domicile sans son aidant, qu'est-ce qu'on fait? On est relativement interpellé dans ce type de situation. Eh bien, si la personne, elle a une orientation, si elle est déjà inscrite dans un établissement, on se met en lien avec l'établissement en disant « il y a une situation de crise, avez-vous des disponibilités pour prendre la personne ?» Et ça, ce temps de placement, ça fait partie des 3 mois de placement accordés par an par la MDPH, c'est ça? La MDPH, voilà, avec une orientation en établissement pour adultes handicapés, c'est 90 jours dans l'année, sachant que dans certaines situations où on voit que le maintien à domicile commence à devenir compliqué et pour le patient et pour les proches, on peut aller au-delà de ces 90 jours dans certaines situations. En fait, c'est ça, rien n'est figé. Et on le sait bien avec cette maladie évolutive qui impacte quand même tous les champs de la vie, qui se manifeste sur le plan moteur, cognitif, psychiatrique. On voit bien qu'il faut sans arrêt évaluer, réévaluer et réajuster. D'accord. Mais vraiment, le maître mot, s'il y en a un, c'est anticiper. Anticiper, voilà, c'est vrai que avec le dossier MDPH, on l'a dit, c'est très long, donc si on peut anticiper les problèmes, ça peut des fois nous sortir de certaines situations. J'ai encore eu une question que j'ai notée de la part de l'association, qui était qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne habite dans les étages et qu'elle ne sort plus de chez elle parce que physiquement elle ne peut plus et qu'elle aimerait habiter en rez-de-chaussée, mais que ça se fait pas du jour au lendemain, mais que si elle peut plus sortir de chez elle, ça devient une situation d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors le logement, c'est vraiment un volet là aussi compliqué. Est-ce que cette personne a fait une demande auprès de son bailleur, d'un bailleur social par exemple, pour avoir un logement au rez-de-chaussée de plein pied, sans marge d'accès, etc. Pas avec des portes non plus d'une tonne à ouvrir, parce que voilà, tout ça, ça représente des freins à l'autonomie. En effet, chez les bailleurs sociaux, votre dossier peut passer en priorité si vous êtes handicapé et qu'il y a des situations d'urgence et tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, peut-être avec un bailleur social, c'est peut-être plus facile, entre guillemets, que si vous louez un appartement privé tout à fait classique. Là, c'est plus compliqué. Chez les privés, oui, c'est plus compliqué que chez les bailleurs sociaux. Donc nous, on peut aussi, les neurologues le font régulièrement, de faire des courriers pour expliquer, alors pas évidemment la situation médicale, mais en tout cas les répercussions sur l'autonomie de la personne, pour tenter de faire un peu accélérer le dossier. Et là encore, dans certains départements, il y a ce qu'on appelle, on peut faire des demandes de contingent préfectoral, c'est-à-dire que dans le cadre de la loi DALO, on saisit la préfecture pour que la demande devienne prioritaire. Voyez ? Donc là encore, revenir vers nous et voir ce qui est possible d'envisager. Vu qu'on a abordé un peu le logement, tout ça, moi j'aimerais parler un peu des solutions de placement. Enfin, une fois que la maladie évolue, bien souvent, il faut trouver une place dans un établissement pour son proche. On va dire que c'est un peu là que la galère commence, parce qu'il existe plein de formes d'établissements déjà en France. On va dire que les maisons d'accueil spécialisées, tout à fait, c'est l'établissement le plus courant. Or, des masses qui reçoivent sur du long terme, sur des séjours sans échéance, des malades Huntington, il en existe que quelques-unes en France, et qui, bien sûr, ont des listes d'attente très longues. Oui, c'est un état de fait, en effet. Quels conseils vous pouvez nous donner si on sait que dans quelques années, mon parent risque ou aura besoin d'un placement? Est-ce que je peux anticiper? Là encore, c'est de déposer le plus tôt possible une demande dans un établissement en séjour temporaire, parce que c'est important aussi pour la personne de se familiariser avec l'établissement.
Et c'est aussi important pour l'établissement de le connaître. On voit bien que, alors il y a peu de place en permanent, ça c'est un état de fait, mais on voit bien que, je pense à la masse de Mortagne, dans le 85, avec laquelle on travaille beaucoup. Voilà, on voit bien que les séjours permanents qui sont proposés le sont très souvent à des personnes qui ont fait des séjours temporaires. C'est important pour la personne de connaître l'établissement et pour l'établissement de connaître la personne. Et puis, on peut aussi s'inscrire dans d'autres établissements. Les 90 jours, voire plus, que les personnes peuvent faire en séjour temporaire, vous pouvez très bien les faire dans différents établissements. Alors, je suis d'accord avec vous, tous ne reçoivent pas des personnes atteintes de la maladie de Huntington, mais il ne faut pas forcément que la structure soit, entre guillemets, habilitée maladie de Huntington pour recevoir un patient. Et puis, à ça, on peut aussi trouver d'autres formes d'accueil, comme Hendaye. Hendaye qui propose, généralement, c'est un accueil par an sur 5 semaines. Alors nous, c'est un établissement avec lequel aussi on travaille beaucoup. Alors ça nous fait souvent sourire parce que on va dire que 50% des personnes qui vont à Hendaye la première fois, ils font un peu grise mine. Et puis 95% y retournent. Mais oui, non, mais bien sûr, Hendaye, c'est le soleil de la France pour les malades Huntington. C'est bien dit. C'est génial d'aller là-bas. Mais encore une fois, quand on y va là-bas, on est limité. Oui. C'est 5 semaines. C'est vrai. Vous avez raison. Et justement, nous, il nous arrive très souvent d'avoir des réponses de masse négatives qui nous disent non, un malade Huntington, cette typologie de maladie-là, nous ne la prenons pas dans notre masse. Est-ce que on a une solution pour répondre à ça ou non ? Non, je suis désolée. Non, mais c'est bien que les gens le sachent, qu'ils comprennent pourquoi ils ont des refus. C'est qu'il y a un manque criant de place en établissement. Voilà, pour vous dire, à l'association Huntington France, on a une liste des masses partout en France qui reçoivent ou qui ont reçu des malades Huntington. Il est déjà arrivé que des responsables de masse nous disent « Merci de retirer votre masse de votre liste » parce qu'ils avaient plein de demandes de malades Huntington. Donc vous imaginez si déjà nous, en tant qu'association, la seule liste qu'on a ne répond même pas à ce besoin-là, on se retrouve un peu démunis et puis vous, par la même occasion, de proposer une solution. Oui, là, c'est vraiment un état de fait. On en est bien conscient, ce qui met quand même les personnes et leurs familles en très très grande difficulté, notamment pour les personnes qui vivent seules. On est dans des situations d'urgence, voire quelquefois de danger, il faut le dire. Oui, tout à fait. Non, mais pour avoir très, très bien connaissance de ce genre de dossier, quelqu'un qui n'a pas de famille, pas de revenus ou le minimum, donc qui peut même pas se loger convenablement, qui de toute façon qui ne peut pas vivre seul et qui ne trouve pas de place en masse, c'est souvent des longs séjours dans des hôpitaux publics. C'est ce que j'allais dire. Ça se finit généralement par une hospitalisation. Voilà. Voilà. Donc quand on en arrive là, c'est très préoccupant pour le malade. Mais comme vous le dites, on n'a pas pour l'instant de réponse à cette solution de placement. Malheureusement, non. Une autre question sur la prise en charge quand on vit à domicile. Parce que ce qui est génial, on l'a déjà dit, c'est qu'en France, on a des aides de vie. C'est-à-dire on fait une demande à la MDPH. Donc on a ce qu'on appelle la PCH. Mais moi, je traduis ça par aide de vie. Voilà, oui. C'est la PCH, grosso modo, c'est pour avoir le droit à ce qu'on soit aidé dans tous les gestes de la vie quotidienne. Ok, on y a le droit, mais qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour trouver les bons professionnels pour nous accompagner au domicile ? Je m'explique plus en détail encore. Moi, j'habite en région parisienne, donc on peut dire qu'il y a on n'est pas les plus à plaindre pour les professionnels, on va dire, mais je n'ai jamais trouvé d'orthophonistes qui viennent à domicile. J'ai dû en appeler une 50aine. Là, en effet, ça dépend aussi des professionnels libéraux. Certains font du domicile, c'est de plus en plus rare, parce que c'est chronophage.
Et puis d'autres, non. Mais là encore, je vous rejoins. Je pense qu'ils ont déjà une telle patientèle, entre guillemets, que le domicile, ça prend trop de temps et que c'est compliqué, alors que quelquefois, la personne ne pouvant même plus se déplacer pour des raisons X ou Y, hein, quelquefois, on voit des ruptures, en effet, dans le soin du fait de ce problème. Et là encore, on vous rejoint. Donc, en effet, sur le placement à domicile, pour mon père, je l'ai constitué au fil du temps. Au départ, il ne voulait pas. Donc, au départ, je lui ai dit, il y a une dame qui va venir pour t'accompagner au magasin pour faire tes courses. Donc, c'était 1 heure par semaine. Donc, on va dire qu'il a accepté assez rapidement. Et on va dire qu'une fois qu'il avait accepté, après quelques mois de débat sur les aides de vie, ça a été plus facile pour de 1 heure passer à 2-3 heures, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, mon père vit encore à domicile, et pourtant il est très très dépendant. Il est dans l'une des phases les plus avancées de la maladie. Mais on va dire qu'il arrive à vivre à domicile de par un peu cet écosystème que j'ai réussi à créer en mettant des aides de vie aux bonnes heures, au bon moment pour qu'il soit pris en charge, un kiné 2 fois par semaine qui passe à domicile, des infirmiers qui passent pour lui donner ses médicaments tous les jours. Tous les jours, il y a du passage, si vous voulez. On va dire, j'ai de la chance que les infirmiers y passent parce qu'ils font là une tournée. Mais quelqu'un qui habite en région, qui n'a peut-être pas près de chez lui autant de professionnels de santé, mais qui pourtant a le droit à des aides au domicile et qui a eu ses droits auprès de la MDPH, là encore, il se retrouve un peu démuni. Ben oui, vous avez raison, en effet. L'environnement est également un facteur incontournable dans la prise en charge. Qu'on habite en milieu rural ou en milieu urbain, déjà, ça change la donne. Et puis, si en milieu rural, on est vraiment isolé plus, que l'infirmière libérale tombe malade, que l'auxiliaire de vie parte en vacances, voilà, on arrive aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là encore, il y a une inégalité dans les ressources du territoire. Oui, alors il s'agit d'essayer en effet là encore de composer, de voir ce qui est possible, de mettre en place. Il y a aussi des personnes, par exemple, qui ne veulent pas d'association parce qu'il y a un turnover trop important, qui veulent absolument que ça soit l'auxiliaire de vie, Madame Untel, avec qui ils ont créé des liens, et ça peut s'entendre, hein, extrêmement important. Sauf que Madame Untel, elle part en vacances, elle peut tomber malade, et que des fois, là encore, oui, on se retrouve dans des situations un petit peu compliquées où là, on interpelle les partenaires de terrain parce que eux aussi connaissent leur territoire. Hein. Nous, c'est un peu au centre de référence, c'est quand même aussi un peu notre limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas la vision du domicile et on ne connaît pas bien le territoire. Donc là encore, il faut faire appel au réseau. Parce que le travailleur social de cette commune a peut-être un lien avec telle association qui pourrait peut-être intervenir en urgence, etc. Voilà, là encore, c'est un travail de proximité. Mais je vous rejoins, il y a une réelle inégalité territoriale. Alors, donc on le voit qu'en fait, vous êtes... dès qu'on a un problème, c'est quand même vers vous qu'il faut revenir. Parce que vous avez l'expérience et les contacts qui font que vous pouvez peut-être apporter des réponses. Moi, je pense que c'est là aussi où j'ai connu pas mal de problèmes. C'est que j'avais une question bien spécifique. Je la posais à l'assistante sociale, qui, elle, devait sûrement se renseigner, sûrement prendre connaissance aussi du problème en local et tout ça. Mais ce qui fait que j'avais des délais de réponse qui ne correspondaient pas du tout à mon délai à moi, on va dire, du quotidien. Oui, on n'est pas dans les mêmes temporalités. Voilà, c'est ça. Et moi, ce que je dis souvent à des personnes à l'association qui je peux parler, qui ont des questions ou des situations d'urgence, c'est que je leur dis, donc oui, en effet, il faut prendre contact avec l'assistante sociale, c'est primordial. Mais il ne faut pas non plus penser que l'assistante sociale pourra s'occuper de tous vos problèmes et qu'il y a des choses que vous devez prendre pour vous. Parce que moi, ce que j'ai cru au départ, c'était que je me suis dit, ah ça y est, je suis en contact avec une assistante sociale, tous mes problèmes, tous mes petits problèmes administratifs et tout ça, je les prends et je lui donne. Et elle s'en occupera. Mais alors déjà, elle ne peut pas s'occuper de tout, et qu'elle n'a pas la connaissance, comme vous l'avez dit, de tous les problèmes, et qu'en plus de ça, elle ne peut pas s'en occuper dans le temps
que moi je veux. C'est pour ça que j'en suis amené des fois à faire mes propres demandes ou autres. C'était pour avancer un peu plus vite. Même si je la mettais en copie, même si l'assistante sociale était en copie, mais il y a des fois, j'avançais sur certains dossiers. Et ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit, que l'aide tombe tout cuit. Il faut des fois être un peu plus proactif et essayer par vous-même, surtout pour les acteurs locaux, d'aller les voir, de leur poser des questions, d'être en contact. Parce que vous, on a vu le territoire que vous gérez, vous pouvez pas du tout, vous n'avez pas le temps de vous déplacer et de répondre un peu à tous ces problèmes. Bah, même si les visites à domicile seraient un réel plus, hein, ça, c'est incontournable. Moi, j'ai souvenir qu'il y a des assistantes sociales qui sont venues à mon domicile. Alors, ça devait probablement être les assistantes sociales de la MDPH pour évaluer les besoins au domicile. Oui, et je pense aussi celle du département. D'accord. Donc en effet, oui, ça c'est dès que je faisais un dossier MDPH, j'avais une assistante sociale qui venait évaluer si mon père avait vraiment besoin de cette aide, combien. En effet, ça c'est vrai. Mais en même temps, je me souviens qu'il y avait une assistante sociale qui était de mon département. D'accord. Et qui m'aidait pour certaines choses et d'autres où visiblement elle n'avait pas les réponses. Vous dites que c'est en effet aux proches, aux aidants d'initier les démarches. Alors, je vous rejoins. Et pour autant, on essaye vraiment au centre de référence aussi d'être quand même attentif à l'épuisement des aidants. Parce que quelquefois, il y a aussi une saturation qui s'entend. Hein, et cette saturation, elle peut être aussi administrative. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment en plus faire de l'administratif. Parce que quand l'épuisement psychique, physique, bah, il y a un moment donné, on n'a plus l'énergie nécessaire. Et c'est quand même aussi, là, vraiment, on n'est pas parfait, mais on a quand même cette vigilance-là de se dire, ah, et l'aidant, là, il semble vraiment épuisé. C'est à nous aussi d'essayer de l'amener à verbaliser, à s'autoriser à verbaliser cet épuisement, parce que l'épuisement de l'aidant, il est vraiment à prendre en compte dans la prise en charge de la personne. Voilà. Parce qu'on voit quand même beaucoup d'aidants qui vont nous dire « Oh, bah ça, je peux bien le faire. Bah ça aussi, je peux le faire. Oh, bah ça. » Et le ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, il y a un moment donné, avec toute l'affection du monde, tout l'amour du monde, bah, à un moment donné, c'est impossible de tout porter. Donc nous, on essaye vraiment d'avoir aussi cette vigilance-là pour aussi, à un moment donné, prendre le relais. Merci. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que, donc on n'a pas pu, je le redis, on n'a pas pu parler de tous les sujets que traitent les assistantes sociales sont tellement vastes et tellement différents et puis tellement aussi personnels. C'est-à-dire que moi j'ai posé des questions un peu généralistes, mais il se trouve que en fonction de là où vous habitez, de quel âge vous avez, de vos revenus, de plein de choses, de vos besoins, de ce que vous acceptez ou pas. Alors voilà qu'on accepte ou pas, la réponse peut changer du simple au double. Donc je pense qu'on a déjà vu un peu que vous êtes un contact clé à garder. Donc moi, le conseil que je pourrais donner aux aidants, aux malades, c'est de garder un contact régulier avec leur assistante sociale, d'envoyer peut-être un mail pour dire ces derniers mois, il est plus comme ça, je ressens ce besoin-là, et voilà. Je pense qu'on ne peut que faire du bien en conseillant ça. Et puis, si vous avez un conseil ou un dernier mot à dire, je vous laisse. Alors, un conseil, un dernier mot. Alors, on l'a beaucoup dit, anticiper dans la mesure du possible et s'entourer. S'entourer professionnellement parlant, tenter de créer un réseau d'accompagnement autour de soi, parce que nous, en tant que professionnels seuls, on ne peut pas. Et à mon sens, on ne peut pas non plus en tant qu'aidant et en tant que patient. Voilà, vraiment pour un accompagnement le plus optimum possible dans l'intérêt de la personne, c'est s'entourer et anticiper. Très bien. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Merci Madame Arago. Merci à vous Monsieur Guégan, merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc au revoir, à la prochaine. Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.